La transition est toute faite par la dernière intervention. On va passer la parole à Ludovic Borde, Tech for Team, et Véronique Pintran de la Monnaie de Paris. Pour parler de, comment on dit, de Yield Management. Qui commence? C'est toi, Véronique. On passe la parole à la Monnaie de Paris alors. Bonjour à tous, je suis Véronique Pintran, responsable des publics à la Monnaie de Paris. Et aujourd'hui, il s'agit surtout de vous partager une expérience et une méthodologie de travail, puisque j'ai été consultante en ingénierie culturelle pendant près de 8 ans et j'ai travaillé pendant près de 3 ans à Montréal au musée McCord. Et au cours de ces différentes années, j'ai eu le temps de m'intéresser au sujet du musée expériocentrique, donc un musée basé sur le public et justement comment l'orienter et engager sa satisfaction. Donc, j'ai brossé 3 thèmes. La présentation est assez longue. Vous aurez la possibilité de la consulter après. Je vais me concentrer du coup sur 5 slides que je trouve intéressantes et que peut-être vous n'aurez pas eu encore l'occasion de voir. En tous les cas, ça sera l'occasion d'échanger sur ces slides-là. Donc, je vais pas revenir sur la notion de marketing. Je pense que tout le monde est familier avec ça, ni sur les enjeux de pourquoi aujourd'hui on parle de marketing. Je pense qu'on est tous très sensibles à nos besoins de développement de ressources propres et aussi à nos besoins d'adresser et de fidéliser nos publics. Moi, j'aime beaucoup citer Colter, qui a écrit un très très bon livre sur le marketing, un Marketing Museum, dès les années 70 aux États-Unis. Puis moi, ça me sert vraiment de référence dans mon travail aujourd'hui. Donc, rapidement, moi, je vais beaucoup travailler en fait sur la notion de transaction. Donc, ce qui va être lié à la donnée d'achat avec mon client, qui va me permettre de collecter de la donnée sur lui. Et je vais parler de client, je suis désolée. Je sais que ça choque encore beaucoup dans le monde culturel français, mais pour moi, le visiteur est un client. Pourquoi ? Parce que, au même titre qu'un client, il a des besoins et des attentes, et il va s'engager dans une relation avec le musée qui va commencer par une transaction, que ce soit une entrée payante ou une entrée gratuite. Il va attendre un service et donc ce service va résulter d'une valeur perçue sur une valeur attendue et c'est ça qui va dégager sa satisfaction. Donc on va travailler sur cette idée de transaction, puis sur cette idée de relation, c'est comment mon client, mon visiteur va s'attacher à la marque, à mon musée en tant que tel. Et tout ça va être créateur de valeur et c'est ce qui va m'amener à fidéliser et va nous amener après avec Ludovic à parler de prédiction. Donc ça vous connaissez, hein, on est parti d'un musée centré sur l'artefact et aujourd'hui on est plutôt sur un musée centré sur des publics ciblés et on va voir comment on parle de publics ciblés et comment on peut les adresser aujourd'hui. Donc voilà, une des slides sur laquelle je vais m'attarder un petit peu. Pendant très longtemps, encore dans les années 60, on avait Bourdieu qui nous disait parlons de public captif, non captif et de non public. Donc les captifs, les scolaires, les non captifs, tout ce qui est autour, qui n'est pas du scolaire, et les non publics, ceux qui ne viennent pas. Puis dans les années 80, on a eu Olivier Bonnat et tous ces grands penseurs qui ont commencé à dire si on parlait un petit peu différemment et entrer en jeu cette idée un peu de CSP, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle, et si on parlait de nos visiteurs en fonction de l'âge qu'ils ont, de ce qu'ils font dans la vie et finalement, est-ce que ça permettrait pas de les adresser et de les faire venir au musée ? Et puis on s'est rendu compte que finalement la CSP n'était pas un gage de venue au musée. Alors je prends toujours 2 exemples. Le premier, c'est celui
du jeune de cité, c'est un peu caricatural. On va parler de champ social qui vient pas forcément naturellement dans les institutions culturelles parce que il y a tous ces freins qu'on connaît, mais qui n'hésitera pas à payer 50 € sa place pour aller au Stade de France. Donc est-ce que le frein est vraiment le prix du billet d'entrée? Ensuite, je prends toujours cet autre exemple. J'ai fréquenté pendant longtemps le cercle des ingénieurs de Polytechnique de Montréal et aucun des ingénieurs que je ne connaissais ne franchissait les portes des musées à Montréal. Et pourtant, si on s'en tenait qu'à cette cible, CSP, c'est des personnes qui étaient tout à fait dans le champ des visiteurs qui pouvaient venir au musée, puisqu'on s'attend à un public un peu capé en capacité de s'intéresser à des sujets. Pourtant, ils ne viennent pas plus. Alors, est-ce que finalement la CSP est un vecteur pour parler de public aujourd'hui? Donc, on est allé chercher un petit peu plus loin et je me suis intéressée aux écrits de Folk dans les années... alors lui, il est assez intéressant parce qu'en fait, il a commencé à écrire dans les années 70, donc c'est aussi assez ancien. C'est un Américain. J'ai peu trouvé de littérature française sur le sujet. Et il a commencé à écrire dans un contexte où en fait les parcs américains avaient besoin de développer leurs ressources propres parce que comme ce que nous vivons aujourd'hui en France, l'État et les gouvernements, le fédéral et le provincial en fait retiraient petit à petit leurs subventions et donc ont décidé de trouver des leviers pour faire revenir les gens et surtout de pouvoir les fidéliser. Et Folk, lui, il a théorisé ces publics sous 5 axes qui sont des axes de motivation. Donc on va retrouver l'explorateur, donc l'explorateur qui, lui, est finalement, c'est le curieux. Il va être motivé à venir au musée par curiosité. De prime abord, le sujet lui plaît. Il pense que l'exposition, le musée, va l'intéresser. C'est ce qui va le faire venir. Ensuite, on a le facilitateur. Ça, c'est plus celui qui va être motivé par d'autres personnes à aller au musée. C'est-à-dire qu'il va suivre les gens de son cercle social. Oui, pourquoi pas, ça va être l'occasion de passer un bon moment. Ensuite, on va avoir l'expérience seeker. Alors, ça, c'est celui qui va être vraiment motivé par le fait de voir un lieu unique ou des collections uniques. Typiquement, c'est le profil qui va avoir besoin de noter sur Facebook qu'il était dans ce lieu, de matérialiser son expérience de visite, etc. Ensuite, on va avoir le researcher. Alors lui, il est plutôt dans une démarche contemplative. Il va avoir besoin de se concentrer sur une œuvre, de s'asseoir, de contempler ce qui se passe, de prendre le temps. Ça va être important pour lui d'avoir de l'espace, du silence, d'être dans quelque chose de l'ordre de la cathédrale et du recueillement. Et puis on va avoir notre professionnel ou notre passionné qui vont venir au musée et eux, ça va être vraiment leur motivation, ça va être d'approfondir un sujet et plutôt que de le voir dans l'expo, il va plutôt être du côté des centres de documentation ou d'essayer d'entrer dans les réserves pour avoir une explication un peu plus approfondie, un discours avec le conservateur, etc. De ces 5 profils va naître une relation. On va parler de principe de séduction, c'est-à-dire que le musée est une expérience qui est à la fois intangible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se palper, elle est hétérogène, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle expérience, elle est différente pour chacun, mais à chaque nouveauté, à chaque revenu, elle sera différente. Donc hétérogène et à caractère périssable, puisqu'elle s'inscrit dans un temps variable. Et donc, à cette expérience, elle va s'articuler en fait entre la rencontre d'un visiteur avec un lieu, un objet, un
un dispositif de médiation et un médiateur. Alors dans le dispositif de médiation, ça va être relativement large. On va inclure aussi bien le dispositif de médiation in situ que le dispositif de médiation numérique, au même titre que les compagnons de visite. On échangeait d'ailleurs sur le sujet ce midi avec mes collègues de billetterie, pas billetterie. Et au terme de médiateur également, on va parler plus largement, c'est-à-dire que moi, dans ma démarche, le personnel d'accueil, le personnel de sécurité, l'ensemble des personnels au contact, au même titre que les médiateurs qui, eux, maîtrisent le contenu scientifique et technique, sont partie prenante dans le dispositif de médiation et sont là pour accueillir et former et conseiller le visiteur dans son choix de visite. Donc il est extrêmement important de prendre soin de nos primo-médiateurs parce que c'est notre figure de proue, c'est eux qui sont les mandataires finalement de notre institution et qui vont engager ce premier mouvement de satisfaction visiteur. On verra que la satisfaction est extrêmement importante pour pouvoir parler de fidélité. C'est la 3e slide. Après, je vous embête avec une dernière et je cède la parole à Ludovic. Alors, à chacun des typologies de public qu'on aura définies par motivation, sachant que les motivations peuvent être propres à votre institution, on va définir un parcours visiteur, un parcours client qui va s'articuler en 3 volets. Pareil, là, je pense que je vous apprends rien avec la partie de continuum de visite, l'avant, le pendant et l'après, et comment capter vos visiteurs. Alors, en somme, la partie avant, c'est comment je prépare en tant que visiteur ma visite, et ensuite comment se déroule mon expérience sur site, pour terminer sur, une fois chez moi, comment je retangibilise, relis mon expérience et surtout réengage ma venue. Je vais m'arrêter sur l'étape 2, 4, 7 et 10. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très importantes pour moi en tant que responsable des publics, parce que c'est là où je vais collecter de la donnée client, et c'est comme ça que je vais apprendre à connaître mes visiteurs, et je vais pouvoir les adresser pour leur proposer dans les meilleurs temps, au moment où ils seront le plus à l'écoute, l'offre qui leur correspond le mieux pour les faire revenir dans mon établissement. Le volet 2, ça correspond vraiment à ce temps de préparation et surtout d'engager l'achat, la réservation sur la vente en ligne. On en parlait tout à l'heure. Alors, on a des institutions culturelles comme à la Fondation Louis Vuitton, Charlotte, tu me confirmeras, où on a un fort taux de vente en ligne qui dépasse les 70-80%, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 70%, ce qui est assez exceptionnel dans le monde de la billetterie. Et on sait qu'en moyenne, on est plutôt autour de 20-30% sur les institutions classiques. Moi, je pousse toujours à développer la vente en ligne parce que c'est une façon pour moi de mieux connaître mon visiteur, mon client. Donc en trouvant des leviers à la fois en termes de tarification et à la fois en termes d'offres. Et surtout, je me sers de ce levier de vente en ligne pour inviter à s'inscrire à la newsletter qui me permettra de garder le lien avec mon visiteur client et surtout de continuer à consolider de l'information sur lui pour lui modéliser un parcours clé en main qui lui corresponde. L'étape 4, ça correspondra effectivement à de la vente guichet, mais là on est sur de la vente anonyme, donc on sera plutôt sur la vente agrégée qui nous permettra d'alimenter plus généralement le BI, mais surtout si je suis en vente nominative, ça va me permettre au niveau du contrôle des billets, contrôle d'accès, de connaître le parcours de mon client et de savoir à quel moment finalement il a franchi les portes de mon établissement et si ça correspond en fait à ce que je lui ai adressé. L'étape 7,
c'est là où j'espère que mon client passe par ma boutique et trouve mes produits dérivés merveilleux et qu'il reparte avec pour venir tangibiliser son expérience. Donc, à mon expérience seeker, par exemple, de lui adresser le catalogue ou à mon professionnel de lui adresser la publication du conservateur sur le sujet, etc., par exemple. Donc là aussi, ça va venir consolider de l'information sur mon visiteur. Et le point 10 étant, du coup, à partir de là, j'ai mon contact client, j'ai un profil, je connais ses centres d'intérêt, ses axes de motivation, donc, et via la newsletter, de l'inviter à revenir, à découvrir notre prochaine programmation et l'inviter à revenir sur d'autres types d'activités qui, au regard de ce qu'il aura complété, pourraient l'intéresser. Donc, dernière slide. Je vous laisserai le tout et si vous avez des questions, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi et à venir à la Monnaie de Paris. Ça me fera très plaisir de vous faire visiter. Voilà. Donc, ça va nous amener à parler de schéma applicatif. Alors, c'est assez succinct. C'est vu du point de vue utilisateur et ensuite, Ludovic parlera un peu plus concrètement de l'outil. Donc en tant que visiteur, on va avoir deux chemins, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai touché quelque chose peut-être. Non ? J'aime bien, il se passe toujours des trucs quand je fais des présentations ou je teste des systèmes d'information. Je suis une bonne recrue, si vous avez des choses à tester, généralement je fais planter les trucs. Donc voilà, on va avoir deux chemins, on va avoir le chemin nominatif, donc ce qu'on va appeler le client identifié et la vente anonyme. Donc le client anonyme. Donc en bleu, si tant est qu'on voit le bleu. Donc notre visiteur client nominatif, il va passer tout simplement par notre site internet, puisque sur la partie guichet, la partie DBE, donc distributeur de billets d'entrée, on va être en vente anonymisée. Donc à partir de là, je vais créer donc ma fiche client. Donc l'important, ça va être de venir qualifier cette fiche-là pour pouvoir ensuite segmenter et adresser l'offre au meilleur tarif et au meilleur moment. Tout ça va venir dans mon CRM qui va me pouvoir faire plusieurs choses à cette étape-là. Donc effectivement, compiler mes fiches clients, créer mes segments de clientèle et effectivement de l'adresser via mon outil d'emailing. Et puis, que ce soit de la vente identifiée, nominative ou de la vente anonyme, tout ça va retomber dans mon BI, donc mon outil d'analyse de vente qui va pouvoir me donner des comportements de consommation et donc du coup de définir une tarification dynamique en fonction de ma période de fréquentation, d'affluence, mais aussi d'éléments extérieurs dont parlera Ludovic. Une fois que j'ai les éléments-là, ça va pouvoir me permettre de retourner vers mon visiteur et de l'adresser. On a une petite flèche livre d'or numérique. Il y a de plus en plus d'institutions qui développent des livres d'or numériques. C'est le cas à la Monnaie de Paris. On travaille avec la société GuestViews. Et donc, on fait retomber les données de GuestViews dans notre CRM. Et ce qui nous permet à terme de réconcilier en fait les informations clients GuestViews avec les informations clients de notre CRM, de continuer à qualifier nos fiches et donc de refaire le chemin de segmentation et d'adressage. Tout ce travail-là va nous permettre à terme d'avoir une base client qualifiée et surtout d'engager plusieurs choses.
La première, ce sont nos programmes d'abonnement. Et la deuxième, qui est plus propre à la Monnaie de Paris, c'est de créer des ponts entre nos clients, qui soient nos clients produits, puisque la Monnaie de Paris est avant tout une manufacture d'art. On est la dernière industrie encore ouverte dans Paris et on a un contexte particulier parce qu'on a avant tout un musée d'entreprise qui a vocation à faire connaître ses métiers d'art et ses produits d'art. Donc de créer des ponts entre nos produits et nos clients culture et de créer une dynamique autour du lieu du 11 Conti qui propose une offre globale autour à la fois de la culture, de la gastronomie et d'un établissement qui a plus de 1150 ans d'histoire aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Ludovic. Merci Véronique. Bonjour, je me présente, Ludovic Borde de la société Tech4Team. Alors je voudrais partir d'un constat que vous connaissez tous. Aujourd'hui, tous les jours, dans le monde entier, 10 puissance 18 gigaoctets de données sont générés par les 6,5 milliards d'êtres humains. On considère que cette donnée, elle représente un actif central dans la pérennité des activités dans le futur. Et pour vous, en tant que musée, on considère qu'une partie de la guerre que vous menez, la guerre concurrentielle ou de la relation avec vos publics, elle est basée sur la maîtrise de cette donnée. Alors nous, on est une équipe de 3 mathématiciens et on n'a pas souhaité aller travailler chez Google ou chez Amazon, mais on a souhaité se pencher sur la question de la donnée dans le monde de l'entertainment en général, ou plutôt dans le monde muséal comme aujourd'hui. On se rend compte que de plus en plus, il existe des systèmes qui permettent de récupérer de la donnée et de la connaissance sur vos publics. Alors, au début des années 2000, il y a eu l'irruption des revendeurs qui permettent de vendre la billetterie en ligne. Et puis, aux alentours progressivement, on a permis de vendre des billets en ligne directement sur son site en marque blanche. Et tous ces éléments permettent de créer de plus en plus de volumes de données importants. Et la question, c'est que bien sûr, vous allez me dire que vous n'êtes pas mathématicien, et c'est normal parce que chacun a son métier. Et ce qu'on souhaite faire chez Tech4Team, c'est de faire que cette donnée que vous récupérez, qui représente un actif extrêmement important pour la marque que vous souhaitez représenter, cette donnée, elle peut être exploitée de manière intelligente, de manière simple, même si elle revêt des problématiques très compliquées. Donc l'objectif de Tech4Team, c'est de vulgariser le sujet de la donnée dans les établissements culturels. Et on souhaite que l'exception culturelle, elle ne se fasse pas justement sur l'incapacité des institutions culturelles à maîtriser et à valoriser cette data, mais plutôt que vous soyez en mesure, à partir de cette gestion de la donnée, de valoriser votre marque, que votre établissement devienne une marque. On travaille par exemple le Théâtre du Châtelet, qui est une marque théâtrale parisienne très réputée. Aujourd'hui, l'essentiel, une bonne partie des publics avec lesquels on discute, avec Céline Philippe, qui est responsable de la billetterie des publics là-bas, sont des publics qui viennent au Théâtre du Châtelet, quelle que soit la programmation. Ça, c'est une société qui s'est érigée en tant que marque, c'est-à-dire c'est une société qui a réussi à faire fi de la programmation où l'essentiel des publics connaissent la marque. Et nous, on souhaite vous aider dans cette problématique à développer votre gestion de base de données. Alors, vous récupérez de la donnée de la part de plus en plus de sources de données. On a parlé de la billetterie, on a un bon partenariat avec IREC, mais il y a de plus en plus de sources de données très variées. On a parlé de Gazviews, et à la Monnaie de Paris, on est en train de brancher Gazviews, le livre d'or numérique, pour que toutes les données convergent dans une unique plateforme, qui est la plateforme Arianametrics. Alors cette plateforme, elle agrège donc des flux de données très variés, la boutique, le contrôle d'accès, la billetterie, les newsletters, les réseaux sociaux, les livres d'or, tout ça dans une plateforme centrale qui est juste sur un outil cloud. Donc vous n'avez aucune discussion avec aucune DSI, aucun système informatique, d'aucune maison. Vous avez accès simplement par un login mot de passe via Internet, j'espère que vous aurez sans doute tous un accès à Internet, pouvoir accéder à la solution Arianametrics. Et cette solution, elle vous permet de faire plusieurs choses. Déjà d'avoir une vision de vos ventes et de votre fréquentation. Moi, je discute avec des dizaines de musées qui n'ont aucune idée de quelle était leur fréquentation la saison dernière. Donc déjà, rien que tout simplement avoir une vision reporting de votre fréquentation et de vos ventes de la veille. Et puis une logique de prédictif, se dire à partir de toute cette donnée historique qu'on récupère sur la fréquentation et sur les achats, sur les transactions, sur les publics, comment est-ce que je peux me projeter dans le futur? Ça, on le fait à travers donc l'historique de ces données, mais aussi plein d'autres données extérieures qu'on a pu réussir à agréger. Donc la météo, par exemple.
les vacances scolaires, les événements concurrents qu'il peut y avoir dans votre zone de chalandise. Tous ces éléments nous aident, mathématiciens, à développer des modèles qui vous permettent de prévoir la fréquentation. Cette prévision, elle se fait au niveau aussi de la segmentation des publics. Tu as bien, Véronique, présenté le parcours du visiteur. Aujourd'hui, l'expérience du visiteur, c'est un point central pour ériger votre structure en tant que marque. Cette segmentation, elle peut se faire également à travers des outils qui s'appellent des outils de scoring. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de scoring. Le scoring, c'est un algorithme mathématique qui vous permet de calculer la probabilité qu'un public qui est déjà venu dans votre musée revienne. Ou qu'un abonné se réabonne. Ou qu'un abonné se désabonne. Alors, si vous êtes abonné à Netflix ou à Canal+, vous saurez simplement que à quelques mois de la fin de votre abonnement, vous allez recevoir, en fonction de votre profil de navigation sur les outils, tel et tel type d'offres qui vont s'adapter à votre profil de consommation. La logique de l'abonnement, c'est pareil. On travaille déjà avec plusieurs structures théâtrales et muséales qui souhaitent travailler sur le réabonnement ou qui souhaitent travailler sur le retour d'un public. Cette logique, c'est une logique de fidélisation ciblée. Quelque chose de très important aussi, c'est la notion d'acquisition. On parle beaucoup de fidélisation, mais l'enjeu de nombreuses structures muséales aujourd'hui, c'est d'aller chercher aussi des nouveaux publics. On a parlé de champ social, on a parlé d'ouverture. Beaucoup de ces nouveaux publics, on les retrouve pas seulement en physique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un outil fantastique qui a été développé par Facebook qui s'appelle le Customer Audience. Lorsque vous envoyez une liste d'emails dans Facebook, il va être capable de retrouver des centaines de milliers de personnes qui ressemblent à vos publics, qui ne sont jamais encore venus dans votre musée. Et vous avez la possibilité de leur pousser de la publicité ciblée. Donc Arenametrics, c'est une solution qui est aussi connectée à Facebook, qui vous permet en un clic d'acheter de la publicité ciblée sur des publics potentiels, des non-publics, qui ne sont pas encore venus dans votre musée, mais qui ont une forte probabilité de venir. Ça, c'est une vraie stratégie d'acquisition de public aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement classique dans le monde du marketing digital, dans le retail, dans les transports ou dans d'autres secteurs. C'est quelque chose qui est un peu, d'après nos premières études, assez inconnu du monde muséal. Donc Arenametrics, comme je vous le disais, c'est un outil très simple qui vous permet de visualiser vos ventes, de faire du prédictif et d'adapter potentiellement certains indicateurs de votre offre commerciale. Peut-être le meilleur moment auquel vous envoyez votre newsletter. On se rend compte sur Arenametrics, par exemple, que beaucoup de visiteurs qui ont plutôt tel âge ouvrent leur newsletter plutôt le mardi à 18h. Alors c'est super de l'envoyer le dimanche à 15h, mais c'est moins efficace. Et puis quelque chose dont on parlait tout à l'heure, la question de la tarification dynamique. Alors cette conférence n'est pas une conférence sur la tarification dynamique, même si c'est quelque chose qui est souvent, je dirais, qui déchaîne les passions. J'ai parlé beaucoup de nombreuses fois de ce sujet. On ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais on a étudié par exemple le sujet au musée Grévin, où on a mis en place toute une stratégie de tarification dynamique avec des quotas qui étaient horodatés et qui permettaient de mettre en place justement une estimation de la demande et de la fréquentation par créneau horaire. Et on espère peut-être pouvoir le faire avec toi un jour, Véronique, à la Monnaie de Paris. On a parlé de ça. La Monnaie de Paris, donc quelques exemples d'applications qu'on a pu mettre en place. On a travaillé sur la connaissance des publics, on a travaillé sur le parcours de visite, on essaie justement d'agréger de plus en plus de sources de données différentes. On a commencé à mettre en place des analyses sur la performance des campagnes marketing. Pour l'instant, on fait beaucoup de fidélisation, mais on va aller aussi progressivement sur de l'acquisition. Et puis on travaille également sur l'offre, on réfléchit à pas mal de sujets, on a parlé de yield, on a parlé de l'usage de billets hors-datés, on a réfléchi sur beaucoup de sujets. L'idée globale, c'est de se dire comment cette data, je peux la valoriser et adapter la communication que j'ai avec chacun de mes publics en fonction de ce qu'il attend. Ces publics, ils laissent des informations sur eux, ils méritent que vous les traitiez de manière individuelle, ou au moins par groupe. Et ça, c'est extrêmement important, et je dirais la puissance de développement de votre marque, elle est aussi basée sur votre capacité à déployer cette connaissance que vous avez de vos publics. Et cette connaissance, elle ne vient pas seulement de la billetterie, elle ne vient pas seulement du livre d'or, elle ne vient pas seulement du contrôle d'accès, elle ne vient pas seulement des réseaux sociaux, mais elle vient de tout cet agrégat. Et donc typiquement sur Arenametrics, vous avez des fiches contacts où il y a toutes les informations sur quand est-ce que la personne a acheté en ligne, quand est-ce qu'elle a acheté à la boutique, quand est-ce qu'elle est venue, quand est-ce qu'elle a cliqué sur la dernière adresse email, newsletter, pardon, quand est-ce qu'elle a cliqué sur le dernier post Facebook, est-ce qu'elle a déjà appelé au téléphone, et toute c'est l'interaction qu'elle a avec votre musée.
Quelques références chez Tech4Team. Donc on travaille beaucoup sur le sport, le théâtre et beaucoup aussi de plus en plus sur les musées. Donc le CMN, le Stade de France, Culture Espace, le Châtelet, la Monnaie de Paris. Voilà, pas mal de structures qui ont compris l'intérêt d'aller plus loin que juste récupérer de la data, mais essayer de faire de la qualité. On parle beaucoup de big data et de plus en plus il y a l'éruption du concept de smart data. C'est super de faire du big data, mais une fois qu'on a beaucoup de volume de données, comment est-ce que cette donnée, on l'utilise simplement? Et c'est vraiment la vocation qu'on a chez Tech4Team. Ça va, j'ai été court? Très bien, très bien, trop court, j'étais surpris. Je voudrais revenir quand même ce que tu as évoqué tout à l'heure sur l'adaptation du prix donc à la demande. J'ai eu l'impression que tu ne voulais pas en parler pour la France. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression qu'en France, c'est encore une approche taboue? Est-ce que quand tu en parles à des institutions muséales, elles te font des grands yeux et tu vois que c'est pas le bon moment? Parce que je crois que à Londres, il y a un musée qui vient de le lancer, National Gallery ou... Alors pour répondre à des questions, Pierre-Yves, déjà deux sujets. Le yield management, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de yield management. Le yield management, c'est pas seulement la tarification dynamique. Alors dès qu'on parle de yield, tout le monde parle de tarification dynamique. Gérer les contingents, gérer les horaires, gérer le bon produit à la bonne personne, c'est aussi du yield management. Le yield management, c'est adapter l'offre à la demande. Donc c'est pas forcément adapter le prix en temps réel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous on considère chez Tech4Team que le yield management ou la tarification dynamique sont la version la plus évoluée, la plus flexible et la plus mature de ce que pourrait faire une institution culturelle sur sa donnée. Et on considère qu'aujourd'hui, en termes d'études de marché et de maturité sur ces marchés, on n'est pas sur le marché le plus mature sur ces questions. Donc on commence, je dirais, par le bas, par du CRM, par du reporting, par du prédictif. Mais la version la plus avancée, c'est des structures qui sont capables de se dire « j'ai une gestion plus ou moins dynamique de mon offre ». Et pour avoir une gestion dynamique de son offre, il faut avoir une maîtrise de sa donnée. Et ça, c'est un premier élément. Et donc, il faut plusieurs étapes. Et donc, on commence très bas par bonjour, chère structure culturelle, combien avez-vous de visiteurs la saison dernière? Combien vaut une adresse email pour vous? C'est une question classique que j'aime bien poser. Alors, on regarde une adresse email. Est-ce que tu préfères vendre en direct sur ton site ou est-ce que tu préfères passer par un revendeur? Mais dans ce cas-là, ça te rapporte une marge inférieure. Quelle est la valeur d'une adresse email? Alors ça, c'est une vraie question que j'aime bien poser à des institutions culturelles. J'en ai plusieurs qui ont des réponses, la majorité qui n'en ont pas. Donc toutes ces questions, avant de parler de yield, c'est l'idée de se dire quelle est la première gestion du changement sur la donnée que je veux mettre en place dans ma structure, parce que tout ça, bien sûr, on accompagne cet outil de logique de formation, d'accompagnement. On embête nos clients toutes les semaines en les appelant pour leur dire est-ce que tu as travaillé sur ta donnée? Alors souvent, ils n'ont pas forcément le temps, mais on est un peu ce trublion qui les sort de leur quotidien pour leur essayer de leur faire penser un peu plus loin. Et donc le yield, on reste convaincu que dans les marchés anglo-saxons, c'est quelque chose qui se développe. En France, ça commence à se mettre en place. Le Théâtre du Châtelet, on a mis en place sur Singing the Vein, qui a eu lieu au Grand Palais, une tarification dynamique qui leur a fait gagner 8% de chiffre d'affaires sur plusieurs millions d'euros de billetterie. C'est quelque chose, j'ai commencé à 2 ans à parler de ça au Châtelet, où j'ai pris quelques balles, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré progressivement dans les mœurs, de se dire, ok, je suis capable d'augmenter peut-être le prix d'une catégorie 1, mais en faveur d'une catégorie 5 qui sera peut-être moins cher que ce qui était prévu idéalement. L'idée, c'est juste de se garder de la flexibilité. Et c'est un des problèmes aujourd'hui que je rencontre avec les institutions culturelles muséales, c'est que cette flexibilité, au moins dans l'offre tarifaire, on me parle de conseil d'administration, on me parle de 1 fois par an. Et donc, nous, ce que j'encourage déjà certains théâtres ou musées, c'est de ne pas éditer de tarifs sur la plaquette. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Ou juste de mettre à partir de. Ne pas dire on s'engage pied et poing, ça sera 12 € toute l'année. Peut-être dire juste ça sera à partir de 10 €. Vous pouvez rester à 12 € toute l'année si vous voulez, mais vous avez aussi la possibilité de peut-être faire varier à la hausse et même parfois à la baisse. C'est aussi une des vocations. C'est un gros changement, c'est pour ça qu'on commence gentiment. Véronique, j'avais voulu avoir votre avis sur le yield management. Alors moi, je vais compléter et suivre la position de Ludovic. Effectivement, aujourd'hui, dans les institutions culturelles françaises, je pense qu'il y a un manque de maturité pour aller complètement sur cette question du yield management. C'est encore complexe lorsqu'on passe nos N+1, nos N+2 et qu'on arrive au conseil effectivement de direction, de faire comprendre cette notion. Je pense que le premier point de blocage,
c'est la façon de concevoir tout simplement le musée. On pense en termes de produits, l'exposition, alors qu'il faudrait la penser en termes de services. C'est-à-dire que d'offrir la visite d'une exposition plus chère, mais sur un créneau où on aura moins d'influence, on va offrir un confort de visite. Et donc le prix peut justifier à partir de là. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, dans la tête d'un conservateur, d'un directeur d'exposition, il offre pour lui le produit exposition au même moment. Et donc pourquoi ce prix de produit exposition évoluerait? Finalement, le prix de la bouteille de coca en supermarché reste le même, peu importe qu'on la vende à midi ou qu'on la vende à 8 heures, alors qu'on sait très bien qu'à midi, il y a les personnes qui vont venir pour leur pause déjeuner. Voilà, je pense que c'est cette notion de produit et de service, ce qui m'amène à dire aussi que le musée est une offre de service au même titre que d'autres offres de loisirs, et ce qui amène à repenser l'expérience au musée de façon plus globale dans ce qu'on peut offrir en termes à la fois de servir sur place, en termes de vestiaire, en termes de restauration, en termes d'accueil et de visite privée, en termes, que sais-je d'autre, d'expérience. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux questions pour nos intervenants? Oui. J'en avais deux en fait sur justement cette question du yield management. Je suis pas du tout familière de cette notion. Donc déjà la première chose c'était est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus concrètement comment ça s'est passé pour le théâtre du Châtelet sur le spectacle Singing, enfin comment ça s'est concrètement, comment ça se passe, cette tarification dynamique dans le temps, sur le support, sur la VEL du site, comment, voilà. Et la deuxième chose, le yield management dans nos structures culturelles, c'est aussi une histoire d'éthique, de service public. On est obligé, pour la plupart, enfin je sais pas, nous on travaille à la Philharmonie de Paris, on est une structure publique, on a obligation d'avoir certains tarifs, de publier une grille tarifaire et de ne pas pouvoir la changer. Donc pour moi, le service public, c'est aussi ça, c'est promouvoir des tarifs qui sont accessibles et qui ne vont pas changer selon la demande, mais qui vont rester accessibles et voilà, qu'on ne va pas adapter selon l'offre, selon la demande. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est une des raisons pour lesquelles on ne parle pas beaucoup de yield management aux structures publiques, parce que je pense qu'il y a une question de mission également. Pour vous expliquer rapidement sur le Châtelet, très simplement, on a estimé la demande prévisionnelle qu'il y aurait jour par jour, créneau par créneau, sur les représentations de Singing au Grand Palais. On a convoqué tous les revendeurs, on leur a demandé qui était prêt à modifier le prix en moins de 24 heures. Donc il y a plusieurs qui ont quitté la salle. On a distribué donc sur la vente directe sur CQTX du Châtelet et puis sur la Fnac. Et donc on a mis en place une tarification de base. La tarification de base n'était pas finalement très importante parce que le Châtelet était prêt à évoluer sur cette tarification. Et ensuite, on a sélectionné des créneaux horaires dans la semaine sur lesquels la demande estimée était plus faible et donc on a diminué par rapport à la grille initiale, ce qui a donné accès à des publics qui n'auraient pas pu se payer une catégorie 5 au Théâtre du Châtelet. Donc il y a une vraie notion d'élargir l'offre commerciale pour que chaque billet fit avec la propension à payer de chaque segment. Donc il y a une vraie notion aussi de diversification des publics, parce que même au Théâtre du Châtelet, il y a des publics qui n'ont pas les moyens de se payer la plus faible catégorie s'il n'y avait pas eu le yield management. Donc il y a une vraie réponse aussi à l'élargissement de l'offre culturelle. Et puis, on faisait un point toutes les semaines concrètement, on regardait l'évolution des ventes, l'évolution des réservations, et on se rendait compte que sur certaines catégories, il y avait une forte affluence, sur d'autres, beaucoup moins. Et donc, on a permis de mettre en place de la promotion sur certains. Et donc, on était connectés, nous, avec CQTX en aller-retour. Donc, on faisait une recommandation au Théâtre du Châtelet sur le bon prix à mettre en place, et puis ils validaient sur la solution, et c'était renvoyé en temps réel sur CQTX. La grille tarifaire était modifiée, la vente en ligne était modifiée, la vente au guichet était modifiée. Et un mail était envoyé manuellement à la Fnac pour que la Fnac modifie ses tarifs sur son back-office. Ça, oui, sur du concert, on va dire que c'est possible, mais sur de l'expo, parler à la Monnaie de Paris, c'est difficile, je pense, sur
Difficile mais pas impossible. Donc aujourd'hui à la Monnaie de Paris, en fait, on travaille sur une tarification saisonnière. C'est-à-dire que on présente 2 expositions par année, 2 expositions qui ont des formats différents. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter soit sur les 800 mètres carrés de salon d'exposition d'art contemporain ou plus largement pénétrer les cours et même le parcours permanent. C'est actuellement le cas sur notre prochaine exposition. J'en profite pour vous dire qu'il ouvre le 13 avril prochain. Voilà, donc ça sera Supa Gupta, un artiste indien qui travaille autour du métal. Et donc, ce qu'on est parti pour faire, c'est qu'on propose une tarification qui est différente en fonction du nombre d'espaces ouverts. Et donc, on a calibré l'offre et le prix en fonction. Effectivement, du coup, on a des revues de grilles tarifaires qui se font beaucoup plus régulièrement. Et on a monté une équipe transversale au sein de la Monnaie de Paris, un cluster culture qui permet d'amener ces sujets-là donc, au comité de direction et d'acter sur les tarifs par saison. Donc ça, c'est le début du guide, tout petit début du guide chez nous. Et pour compléter la réponse de Véronique, c'est très important de dire que le yield management, c'est pas que la tarification dynamique, ça peut être aussi ce que tu as présenté là, qui est la tarification variable. De mettre en place juste un tarif qui peut changer une fois dans l'année. Juste dire, il y a un tarif automne, un tarif été. Ça, c'est du yield management. C'est petit, mais depuis la nuit des temps, les gens qui font des promotions font du yield management en fait. Quand on fait des promotions pour un groupe ou pour un CE, c'est du yield management. Vous adaptez votre offre à la demande. Vous adaptez votre offre. Exactement. Ça, c'est du yield management. Donc, ce que vous pensez sur la SNCF, c'est pas ça le yield management. C'est une version du yield management. Mais de mettre en place un tarif saisonnier, c'est adapter son offre à la demande. Les musées anglo-saxons qui ont... J'arrive pas à trouver l'article que j'avais vu passer sur le musée à Londres, mais l'idée du musée de Londres était sur des grandes expositions, justement par exemple de faire un tarif plus bas lorsqu'il y a moins de monde, notamment le matin, et qu'à partir de 16h, le tarif soit plus élevé sur des grosses expositions, sur des expositions blockbuster itinérantes. C'est British? Je ne suis pas sûr justement. Je pensais que c'était British, mais je ne retrouve plus. Voilà, c'est l'ancien directeur numérique du British qui est parti à National Gallery et qui lance ça à la National Gallery, je pense. Oui, juste pour illustrer aussi, à l'Opéra de Paris par exemple, on a 40 productions, chacune avec entre 5 ou 20 représentations. Et depuis déjà plusieurs saisons, toutes les représentations ne sont pas au même prix. Les représentations du lundi sont très souvent à moins 10%. Celles des vendredis et samedis, souvent... Alors, il y a quelques temps, on avait fait plus 20. Puis on s'est rendu compte, oula, non, plus 20, c'est un peu dur. Donc, en fait, on fait plus 10. Mais voilà, depuis quelques temps, déjà, on fait du yield management. Une autre manière d'en faire, c'est aussi effectivement de réajuster les contingents. On se rend compte qu'il y a une forte demande, par exemple, sur des contingents qui sont les contingents des agences, par exemple. Les agences, elles nous rapportent plus d'argent. Donc, lorsque leurs contingents sont épuisés, on augmente un peu, on leur redonne du stock, en fait. Voilà. On fait ça aussi. On fait ça aussi. On a des découpages de salles qui varient d'une date à l'autre. Et puis qui varie aussi de manière dynamique. Et, je vais rajouter aussi quelque chose, c'est qu'il y a une double problématique. Il y a la pédagogie qui est à faire auprès des directions pour faire comprendre aussi de l'intérêt d'avoir une offre qui s'adapte à la demande. Et il y a aussi, et là je vais regarder Thierry Rosset parce que c'est quelque chose qu'on avait un peu expérimenté à la Cité il y a longtemps. C'est si on met une offre trop dynamique, une tarification trop dynamique, potentiellement on peut perdre aussi les visiteurs sur pourquoi je paye ce prix-là en fait. Ah oui, c'est parce que je suis mercredi qu'il est 10h ou que... voilà. Donc il y a aussi le juste milieu, il faut trouver le bon critère, le bon curseur entre du dynamisme, mais peut-être pas trop, mais en même temps avoir une souplesse. Flexibilité quand même. Vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, c'est peut-être mon côté anglo-saxon, je m'en excuse, mais je pense qu'on peut aussi se laisser la marge d'essai-erreur, ce qui est pas mal en fait avec les outils qu'on a qui sont assez flexibles et faciles d'utilisation. C'est qu'on peut
assez facilement changer le comportement, regarder comment ça se passe, tirer des conclusions, observer et proposer autre chose si ça n'a pas marché. Donc je pense on est dans quelque chose d'assez nouveau finalement, et donc de se laisser l'opportunité de se tromper pour essayer et évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va changer un peu la fin du programme parce qu'en fait, on a un problème de liaison avec la personne du Québec. J'arrive pas en fait à me connecter avec TeamViewer ou avec Hangout et lui.